Hello, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Devenez Plus, notre émission. Alors, je vous rappelle que cette émission est conçue directement pour pouvoir vous aider et les coachs et les professionnels dans tous les domaines pour pouvoir vous aider vraiment à avancer dans les affaires. Je suis Raymond Olsen, coach entrepreneur et leadership. J'ai plus de 7 ans d'expérience et heureusement, nous avons quelqu'un avec nous aujourd'hui qui n'est pas un secret pour personne. C'est Pascal qui a beaucoup plus de 3 fois d'expérience que moi. Alors, nous allons vraiment passer un temps fort avec Pascal aujourd'hui. On va devoir vraiment entrer en profondeur des choses, tout ça. On va parler spécifiquement comment faire pour réussir dans les affaires avec Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir, C'est un plaisir, enchanté. d'accord. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Et moi aussi, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec de futurs entrepreneurs. Ah oui, c'est ça. En fait, j'ai vu ton parcours, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire en dehors du temps que vous avez, encore que tu as dans ce domaine, mais aussi ton parcours, tu as déjà travaillé avec, disons, de nombreuses personnes, que ce soit en Chine, en Europe, peut-être même en Amérique aussi. Alors, c'est un parcours riche et par rapport à ton expérience, tout ça. Et j'espère vraiment que les auditeurs vont pouvoir vraiment bénéficier de tes conseils ou encore de tes stratégies pour pouvoir en arriver là. Mhm. Mais, C'est avec plaisir. d'accord. Mais avant tout, et de pouvoir poser toutes les questions que nous avons à te poser, alors j'aimerais commencer là où ça a commencé, c'est-à-dire dès le début. Comment ça a été pour toi? Au début, c'est-à-dire au début Cela remonte à loin, bien sûr. Oui, ça remonte, j'ai 48 ans maintenant. Moi, j'ai commencé déjà par faire des études de design. Voilà. J'ai fait 7 ans d'études et ensuite, après, à 27 ans, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de chercher un travail comme tout le monde. La différence, c'est que moi, je voulais voyager. Je voulais découvrir le monde, je voulais voir un peu ce qui se passait, parce que j'habite en France, pour vos auditeurs, et je me suis dit, bon, c'est sympa la France, mais qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la planète? Voilà. Donc j'ai commencé mon expérience professionnelle à Hong Kong, Oui, c'est ça. voilà, en Chine. Donc ça n'a pas été l'expérience la plus facile quand on vient de France, parce que parce qu'en Chine, en fait, on fait beaucoup de business, mais on va surtout très vite. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris très rapidement. J'ai appris à ce que c'était que développer une offre pour une clientèle. Donc penser à sa clientèle, penser au marché, qu'on parle de marché par exemple européen. Tu parlais tout à l'heure de mes clients. Bah oui, j'ai travaillé pour des clients en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et donc forcément, on n'apporte pas la même offre quand on parle à un Américain, à un Européen ou à un Asiatique. Voilà. Donc, ça m'a permis ça, entre autres. Et oui, j'ai passé à peu près 10 ans en Chine. Ah, c'est beaucoup. Voilà. Ah, en fait, c'est beaucoup. En fait, et pour ceux qui viennent de connecter, encore qui voient cette émission pour la première fois, alors, quel est le travail d'un coach en design, ou du moins d'un coach entrepreneur après? Alors, mon travail de coach business, alors moi, c'est comme ça un peu que je me définis, c'est-à-dire C'est que ça. j'accompagne sur la phase de lancement, c'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un a une première idée de business, elle peut être un peu floue, c'est pas vraiment un problème. Moi, l'idée, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse lancer sereinement son entreprise, son business, et surtout lancer un business qui soit viable et prospère. C'est Voilà. ça. Ça, c'est une première intervention que j'apporte auprès des entrepreneurs, et une autre qui est plutôt le business est déjà établi, et l'idée, c'est de les accompagner sur le développement, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa clientèle, par exemple, et par quel biais on va passer pour augmenter ce chiffre d'affaires. Alors, ça peut être par l'offre, ça peut être par la communication, ce qu'on appelle le branding, par exemple. C'est ça. Ça va passer par plusieurs choses. Voilà. C'est mes deux principales interventions auprès des entreprises. Oui, en fait, c'est un métier qui a eu
beaucoup de nouvelles têtes, surtout au cours des 10 dernières années. Alors, comment ça a été pour toi de traverser le temps sans pouvoir et se laisser la place à d'autres personnes? Ben, au début, on fait ses premières armes. Moi, quand j'ai commencé, voilà, j'étais embauché dans une entreprise à Hong Kong. Après, au bout de quelques années, ben, j'avais fait un peu le tour de la question et j'ai décidé, dans un premier temps, de créer une agence de design pour répondre aux problématiques de design. Alors, le design, pour les auditeurs, hein, C'est c'est ça. pas uniquement des affaires de style, c'est avant tout se poser la question de qu'est-ce que va offrir une entreprise à ses clients. Ça va passer par le produit ou le service et comment ce produit, en quelque sorte, être dessiné, qu'est-ce qu'il va apporter, etc. Alors, ça passe par le style, entre autres, par les notions de tendance. Voilà. C'est On ça. connaît surtout ça, par exemple, dans le monde de l'automobile, mais c'est vrai pour tout. Ça passe aussi par des notions d'ergonomie, d'interface. Si on parle, par exemple, d'une interface produit, typiquement un écran, ben, Oui, le c'est ça. client, par exemple, il va appuyer sur quel bouton, quel va être ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Oui, c'est ça. Voilà. Le but final de tout ça, en fait, c'est d'en extraire une expérience utilisateur et que le client, au final, ait la meilleure expérience possible avec le produit ou le service qu'on va lui proposer. Voilà. En fait, pour nos auditeurs, et tu travailles, en fin de compte, dans la construction ou encore dans la perception de l'objet, en fin de compte, c'est ça. Alors, oui, ça a été mon premier travail en tant que designer. Et puis ensuite, après, euh, j'ai fermé mon entreprise il y a quelques années sur Hong Kong pour m'orienter plutôt sur l'aspect stratégie. Parce que, en fait, au cours de ma carrière, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se lancer. Oui, c'est ça. Alors, ils m'appelaient pour me demander, voilà, Pascal, est-ce que tu peux nous dessiner le produit sur lequel on est en train de travailler? Alors, dessiner un produit en soi, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder un peu les tendances marché. Oui, Le problème, c'est que tout bon designer qu'on peut être, si le produit a été mal pensé dès le départ dans son cahier des charges par rapport au client qu'on vise, vous pouvez bien faire le plus beau, le plus bel objet qui soit, il se oui, c'est vendra ça. pas. Donc ensuite, moi, je me suis vraiment positionné sur l'aspect vraiment stratégique, c'est-à-dire avant de dessiner le produit, avant de penser le service, on va d'abord réfléchir à l'offre, c'est-à-dire bah, mon marché il est comment, mes concurrents ils sont comment, qu'est-ce que veut le consommateur, le client. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, vraiment, je me suis positionné là-dessus parce qu'en fait, j'ai eu trop vu d'entrepreneurs ben, gaspiller des sommes faramineuses. Je me souviens Oui, d'un qui avait mis 100 000 € sur la table. C'est pas rien, 100 000 euros. Et ben, il s'est planté. Il s'est planté parce que c'est pas que le produit était pas bien, le produit était assez joli. Le problème, c'est qu'en fait, il avait mal perçu son marché et le client, en fait, au final, il n'était pas là. ah oui, c'est Il ça. n'entend pas son produit. Parce qu'il n'avait pas regardé, et en fait, il n'avait pas étudié la concurrence et il s'est pas rendu compte qu'en fait, la concurrence faisait approximativement la même chose pour 3 fois moins cher. Voilà. Et donc, il a perdu 100 000 euros. Oui, je comprends. La moindre erreur peut s'avérer fatale dans ce domaine. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, de continuer à faire des jolis produits sans essayer d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Parce qu'au départ, je travaillais pour des grosses entreprises. Voilà. Les grosses entreprises n'ont pas vraiment forcément besoin qu'on les aide à se lancer. Mais j'ai vu trop de petits entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs se lancer et sans avoir les connaissances suffisantes pour faire des études de marché, pour positionner, parce qu'en fait, une étude du marché, elle sert à quoi? Elle sert à positionner, à calibrer son offre par rapport au marché. Et le marché, c'est quoi? Bah, c'est les concurrents et les clients. Oui, c'est ça. Si je, si je simplifie à l'extrême, c'est ça. En fait, Donc le but, en fait, c'est de calibrer cette offre par rapport à ce marché. c'est Voilà. ça qui t'a poussé à devenir coach en design think. Oui, c'est ça en fait, c'est ça qui m'a motivé, en fait, parce que je trouvais ça très excitant, en fait, d'accompagner les entrepreneurs dès le départ, au niveau stratégique. Voilà.
Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et comme j'avais une formation de design et que je connaissais très 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 bien tout ce qui était outils pour étudier un marché, calibrer une offre, etc., ben, en fait, j'ai adapté mes outils de design pour créer une méthode que je déploie aujourd'hui au travers d'une formation coaching pour former ces futurs entrepreneurs qui vont pas aller voir un designer par eux-mêmes, ils vont pas avoir cette idée-là. Et moi, en fait, je leur apporte les outils du design à leur niveau, au niveau d'un entrepreneur d'une toute petite entreprise. En fait, globalement, je leur apporte le secret des grosses boîtes. Globalement. D'accord. En fait, disons si on prend un Haïtien lambda qui est passionné par le design, en fait, qui souhaite vraiment aider et d'autres entrepreneurs à produire disons, des produits afin de pouvoir, disons, et trouver un marché, que ce soit international ou national, et comment cette personne pourrait commencer dans ce métier, Alors, commencer dans le métier du design, les ça formations, nécessite, tout ça. dans un premier temps, de faire des études de design. En général, c'est ce que je préconise. Alors, moi, j'enseigne en plus à l'université pour former les futurs designers. Et je leur apprends pas uniquement le design, à savoir bien dessiner un produit. Je leur apprends aussi à étudier la concurrence. Donc, pour un jeune qui veut se lancer, alors soit il se lance dans le design, à savoir je vais dessiner du produit. Donc là, bah, c'est faire une école de design. Voilà. Maintenant, le métier du designer a énormément évolué. Aujourd'hui, un designer va, va devoir apprendre à calibrer une offre parce que finalement, quand on y réfléchit, un designer, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui imagine le futur, Oui, c'est qui ça. imagine le futur de l'offre d'une entreprise. Donc, il doit se positionner et il doit se questionner sur, mais le futur, c'est quoi en termes de tendance, alors en termes de tendance de style. Mais le futur, c'est aussi mais c'est le client de demain. Vous voyez. Oui, c'est Donc ça. ça veut dire qu'il faut étudier le marché. Donc, je préconiserais à futurs designers de se former aussi à ces outils-là. Voilà. Moi, je me suis formé par mon expérience. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ça fait 25 ans que j'accompagne des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites. Donc, je me suis formé parce que moi, quand j'ai commencé, bah, un designer faisait très, très, très peu d'études de marché. Et moi, j'ai pris le parti auprès de mes clients de leur apporter cette valeur. C'est-à-dire de C'est leur ça. dire, voilà, vous vous appelez Tartampion, par exemple, vous voulez créer une offre sur votre marché. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une étude de marché de leur concurrence. En général, mes clients étaient assez surpris de voir un designer faire ça. Mais j'ai eu beaucoup en fait, de clients qui m'ont dit, ah, mais en fait, on ne connaissait pas tous ces concurrents. Et ça leur permettait de revoir en fait leur offre, Oui, de c'est la ça. rendre beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intéressante vis-à-vis des clients qu'ils ciblaient. Et par rapport au vide du marché aussi. Exactement, exactement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous voulez lancer une entreprise sur le marché, ben, vous vous rendez bien compte, alors en plus avec l'essor des réseaux sociaux, aujourd'hui, une entreprise a énormément de concurrence. Ben, qui aujourd'hui, comme client, je sais pas, vous voulez acheter par exemple une chaise de bureau, Oui, c'est ça. quel est votre premier réflexe? Prenez votre smartphone, vous tapez chaise de bureau, et puis vous avez tous les Des magasins de la dizaines. planète sur votre smartphone. Oui, Il c'est est ça. très facile pour vous de mettre en concurrence toutes les entreprises parce que vous avez une offre pléthorique via votre smartphone. C'est très facile aujourd'hui. Maintenant, celui qui va vouloir monter son entreprise pour dire bah tiens, je vais monter une entreprise et moi mon offre ça va être une chaise de bureau, c'est toujours faisable. Il y a plein de concurrence. La question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus ou de différent par rapport à la concurrence. Voilà. C'est avant tout ça qui va devoir se poser. Et moi, j'interviens justement là-dedans. C'est-à-dire que je les accompagne pour dire, bah, on va travailler sur cette différence que tu vas apporter de différent par rapport aux concurrents. Alors, il ne s'agit pas de faire toujours du plus. La question n'est pas de faire du plus, la question est de répondre là où les concurrents n'ont pas répondu. En général, on a tendance à dire, en fait, c'est ce que j'explique à mes clients et aux étudiants que je forme, posez-vous la question, en fait, quand vous définissez une offre par rapport à un client, en fait, il faut résoudre un problème, le problème de votre client.
En fait, est-ce que la découverte de nouvelles cultures, par exemple en Chine ou du moins aux États-Unis aussi, a, comment ça t'a aidé vraiment à réorganiser, encore à évoluer dans le temps par rapport à tes designs? Ah, il y a quelque chose de très intéressant, parce que quand vous dessinez des produits, quels qu'ils soient, forcément, vous êtes obligé de vous intéresser au marché, et notamment au marché physique, c'est-à-dire bah, est-ce que je dessine un produit pour les Américains, est-ce que je dessine un produit pour le marché asiatique. Alors il y a des produits qui vont pas trop se soucier du côté c'est pour le marché américain, européen. Prenez par exemple un smartphone, prenez par Oui, c'est exemple ça. Apple qui vend un smartphone. Bon, ben, là, le téléphone de chez Apple que vous achetez aux États-Unis, en Europe ou en Chine, c'est le même. Oui, c'est ça. D'un point de vue du style, c'est le même. Par contre, sur l'électroménager, il y a d'énormes différences. Moi, quand j'ai commencé, je me souviens, par exemple, on prenait un toaster. Ben, un toaster aux États-Unis, c'était du métal. Il fallait que ce soit solide, il fallait que c'est un look professionnel. Et puis en Europe, eh ben, on était plutôt sur un style un peu italien. Donc c'était plutôt, alors déjà, pas forcément gros, il fallait que ce soit assez stylé pour que ça rentre dans la cuisine, plutôt en mode décoration, etc. Vous allez sur le marché asiatique, bon, ben, le toaster, ça leur parle pas du tout. Pourquoi? Parce que culturellement, le petit déjeuner, par exemple, en Chine, ne ressemble pas du tout au petit déjeuner européen. On ne boit pas de café, le thé n'est pas bu comme en Europe, Oui, c'est on ça. ne boit pas comme un petit déjeuner, on boit du thé comme on boit de l'eau. Vous voyez. Donc, quand vous êtes designer, bah forcément, ça a des impacts. Alors, ça permet aussi de faire grandir un peu sa culture, parce que ce qui fait la force d'un designer, entre autres, c'est sa culture. La culture produit, la culture tendance, la culture de chaque pays, etc. Vous ne dessinez pas un produit pour un Américain comme vous le dessinez forcément pour un Européen. Oui, c'est Comme on ça. ne dessine pas un produit pour une personne âgée, comme on dessine un produit pour un adolescent. Ce pas les mêmes produits, ce pas les mêmes services. D'accord. Et en fait, alors, on va parler là de tes, disons, stratégies de coaching, tout ça. Alors, je Hum. sais, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et surtout quand on a plus de 25 ans de service, on a dû voir pas mal d'exercices, encore pas mal de stratégies. Et moi qui en a que 7, alors j'ai vu, disons, ma stratégie a changé pendant plusieurs fois au cours disons, de ces années-là. Mais comment tes stratégies ont pu vraiment évoluer à travers le temps? Alors, pour donner un exemple, nous avons par exemple David Laroche. Et au début, cette stratégie était la motivation on top. Mais par contre, maintenant, c'est quelque chose beaucoup plus axé sur le fait de comprendre les choses, d'accepter et que la procrastination peut aider en même temps tuer un projet. Et comment ça a été pour toi? Alors moi, quand j'ai commencé, je travaillais surtout pour des très grosses entreprises. Et donc, mon coaching était très business dans le sens, bon voilà, j'arrivais avec mon plan d'action dans une très très grosse entreprise. Donc, on se posait pas trop de questions. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir travailler avec des auto-entrepreneurs, donc des personnes seules qui se lancent, des gens comme toi, comme moi, etc., qui peuvent être en reconversion professionnelle, qui veulent chercher un complément de salaire, par exemple, ou qui veulent simplement lancer leur boîte, bah, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on ne parle pas à une grosse boîte, à un PDG qui a 10 000 employés, comme on parle à un entrepreneur. Et ça a fait énormément évoluer mon coaching. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'apporte énormément d'authenticité à mes entrepreneurs. Et vraiment, c'est ça que j'adore. Et ça a énormément changé mon discours, ma façon d'être. Quand vous êtes dans une grosse boîte, en fait, vous avez une certaine distance. Vous avez 10 000 personnes, 2 000 personnes, peu importe, vous avez des gros départements. Vous faites des très grosses réunions. Donc, il y a un côté très anonyme, en fait. Et quand vous êtes face à quelqu'un tout seul, vous savez que bah, l'argent qu'il va mettre dans le lancement de sa société, c'est son propre argent, c'est ses économies, etc. Alors moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment ça. C'est ce changement de langage pour rendre
plus simple à comprendre les choses que je vais leur apprendre, que je vais leur expliquer, mon accompagnement. Donc c'est vraiment, si je devais réunir un seul mot en fait pour tout ça, ça serait l'authenticité. Vraiment être authentique avec les personnes. C'est-à-dire quand ça va pas, il faut leur le dire simplement, objectivement. Parce que c'est ça en fait qui va les aider. Moi j'ai accompagné des personnes, là, il y a quelques temps, j'avais accompagné une cliente qui voulait monter sa boîte d'immobilier. C'était pas simple, il y avait le Covid, donc aussi beaucoup de concurrents. Et donc j'ai travaillé sur sa stratégie pour s'implanter sur son marché. En plus, c'est le marché parisien qui était vraiment pas simple. Et puis au-delà de ça, je lui dis, écoute, il te faut une identité aussi dans ton entreprise. Donc j'ai travaillé aussi sur son identité, au travers de son logo. Et au départ, elle avait un logo. Elle avait travaillé sur son logo elle-même, elle n'est pas graphiste. Et je lui dis, écoute, je vais te le dire en toute sincérité, ton logo ne matche absolument pas l'entreprise que tu veux créer. Elle voulait quelque chose de très dynamique, très jeune. Et je lui dis, ton logo, il fait très années 80. Et donc, j'ai pris le parti par moi-même de lui refaire son logo. Et je lui dis, écoute, je te le fais. Tu me diras ce que tu en penses après. Et ça a été un pari gagnant, en fait. Et après, elle m'a remercié. Elle m'a dit, en fait, merci d'avoir été authentique avec moi, de m'avoir vraiment bousculé, gentiment, évidemment, mais d'avoir été honnête. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, cette authenticité et cette honnêteté. En fait, pour poser une question par rapport à ce dont tu viens de nous dire, est-ce qu'il y a, disons, une ligne rouge à ne pas franchir en tant que coach lorsqu'on accompagne un client? Par exemple, s'il y a d'autres problèmes, par exemple, au point de vue marketing, à dire, d'accord, tu as un problème au point de vue marketing, mais je ne peux pas t'aider, je ne peux pas le faire pour toi, ou encore essayer de trouver quelqu'un en amont pour pouvoir travailler avec. Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? C'est-à-dire après le logo, s'il y a d'autres problèmes, tout ça. Mais il faut, alors moi je crois, enfin, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je suis force de proposition en tant que coach, donc je vais proposer mes idées, je vais conseiller. Après, il y a des choses que je ne peux pas faire. Moi, j'accompagne mes clients pour qu'ils puissent développer leur entreprise avec un business viable et prospère, encore une fois. Après, je ne peux pas faire le travail à leur place. Moi, c'est vraiment un coaching que j'amène. Et c'est la ligne rouge, entre guillemets, à ne pas dépasser, c'est de faire le travail à la place. Vous voyez? C'est comme aller voir un psychologue. Le psychologue peut vous conseiller sur plein de choses, mais il ne peut pas faire le travail à votre place. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre du coach qui vous apporte la solution toute Miracle. faite. C'est-à-dire que le coach, il va vous donner plein d'informations, des choses d'une valeur inestimable, mais ensuite, après le travail, il vous incombe. Et ça, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser du coach, c'est-à-dire de se dire, ah, mais s'il faisait ça comme ça serait trop facile, trop simple, ça serait génial. Je lui fais à sa place, comme ça il va voir. Ça, c'est cette ligne qu'il ne faut pas dépasser. C'est ça. En fait, comment est le procédure pour lancer, alors, commencer, disons, un business dès le début jusqu'au lancement? Comment est le procédure? Si on doit essayer d'écouter en quelque sorte la démarche. Alors, la première chose à faire, alors si tant est qu'on ait une idée de business, si on a une idée, si on a une idée de business, déjà, la première chose que moi je préconise, c'est déjà d'étudier son marché. Oui, c'est ça. Savoir à qui on Mais, va vendre le produit ou le service. voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, j'ai une idée, elle est génialissime, je la garde telle que, et je me lance. Ça, c'est, en général, c'est sûr et certain, c'est vous à l'échec. On a une idée. Maintenant, cette idée, il faut la nourrir. Et la nourriture qu'on va lui apporter, c'est le calibrage de cette idée par rapport à la concurrence, par rapport à ses clients. Donc la concurrence, alors évidemment, tout dépend des idées. Hein. C'est chaque fois, les études de marché sont chaque fois différentes. C'est ce qui fait aussi la complexité d'une étude de marché. C'est-à-dire qu'on fait une étude de marché, notamment de la concurrence, il faut savoir ce qu'on cherche. Vous voyez? Alors, moi, je me souviens, un client qui lançait des produits domotiques sur Internet, c'est-à-dire qu'il achetait en fait des produits en Asie, un produit qui était d'ailleurs très joli, très sympa, et je me souviens avoir fait l'étude de marché pour lui,
Et moi, ce qui m'intéressait dans l'étude de marché, pour lui montrer, c'est lui dire, mais en fait, tu as des produits qui ne se vendent pas. Un, parce qu'en fait, ton site web est mal fait. On met beaucoup, beaucoup de temps à trouver le produit qu'on cherche. Deux, la stratégie de prix qu'il avait employée était pas bonne. C'est-à-dire qu'il avait des tarifs qui étaient, par rapport à certains concurrents, multipliés par 3. Donc je disais, bah, un client, lui, si il se rend compte que le concurrent est 3 fois moins cher, il va aller chez le concurrent. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, tu vois, on a revu tout ça, on a remis tout ça à plat. Donc en fait, vraiment la première chose à faire, c'est regarder ses concurrents et les évaluer. Les évaluer sur qu'est-ce qu'ils offrent, quelle clientèle ils ciblent, comment ils communiquent cette offre, par quels réseaux sociaux par exemple, etc., etc. Il faut évaluer tout ça pour voir comment soi-même on va pouvoir s'inscrire sur ce marché, peut-être bousculer un peu les concurrents Oui. pour exister. En fait, et quand on a, disons, une idée et dont le marché n'est pas encore, disons, éduqué pour l'idée, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Abandonner l'idée ou éduquer le marché? Non, 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 faut pas abandonner l'idée, il faut éduquer. Ça passe en général par les stratégies de communication, entre autres. Il faut communiquer et communiquer simplement. Voilà. Il ne faut pas être trop technique. Le client, il n'achète jamais un produit ou un service. Il achète une solution à un problème. Ça c'est quelque chose, quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, n'essayez pas de vendre un produit, vendez une solution. Alors, si le marché, il y a très très peu de concurrence, ça arrive, c'est très 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 rare, parce que ça veut dire qu'on a énormément innové et que l'innovation coûte très cher. Mais ça peut arriver que dans certains domaines, effectivement, on ait très 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 peu de concurrents, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. On va éduquer au fur et à mesure sa clientèle. Et pour l'éduquer, bah déjà, ça passe par des moyens très simples qui sont à la portée de tout le monde aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux, entre autres, pour pouvoir communiquer sa solution. Je dis bien sa solution et pas son offre. Il ne s'agit pas de communiquer, dire voilà, regardez, j'ai fait tel service, tel produit, il est génial. Les gens, ça ne va pas les intéresser. Ça. Ce qu'il faut communiquer, c'est mon produit solutionne quoi. Et c'est ça qu'il faut vendre. Parce qu'encore une fois, les gens, ils achètent une solution. Quand Oui, quelqu'un achète une voiture, il achète une voiture, certes, mais il achète surtout une solution à son problème de comment je me déplace. Oui, je comprends. En voilà. fait, tu es le directeur disons, de ta nouvelle entreprise et de design. Comment est ce rôle-là, disons, en tant que, disons, et CEO d'une entreprise ou encore d'une start-up? Est-ce qu'on doit tout faire? Est-ce qu'on doit déléguer tout ça? Non, alors ça c'est aussi quelque chose que j'apprends à mes entrepreneurs que j'accompagne, c'est leur dire attention, vous allez vous lancer dans une super aventure. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est formidable. Moi, ça fait 20 ans que je suis dedans et c'est franchement extraordinaire. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que tout PDG qui soit, que ce soit pour une petite ou une grosse entreprise, ne peut pas tout faire. Déjà parce qu'il y a une question de temps, les journées font que 24 heures. Ensuite, après, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, ça c'est très important. Et quand bien même dans sa journée de 8, 10, 12 heures, voire 15 heures, si on souhaite travailler 15 heures par jour, je ne préconise pas, mais si on le souhaite, on ne pourra pas tout gérer. On ne pourra pas gérer la comptabilité, la communication, etc., etc. Alors c'est là tout l'intérêt de faire appel à un coach, parce qu'un coach, en fait, vous permet de prendre du recul là-dessus et de vous indiquer et de mettre en valeur vos forces et vos faiblesses. Et quand vous avez des faiblesses, alors, quand il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, par exemple la comptabilité, etc., Oui, ben, c'est vous ça. avez des solutions. Soit vous vous formez et vous la faites vous-même, mais vous allez prendre beaucoup de temps. Parce que toutes ces tâches-là, à un moment donné, elles se cumulent. Beaucoup d'erreurs. Sauf que vous, vous êtes chef d'entreprise et votre rôle, c'est de développer votre entreprise. C'est pas forcément de tout faire. Donc il faut apprendre à déléguer aussi, à déléguer certaines tâches. Alors au début, oui, on va peut-être pas forcément tout déléguer parce qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens financiers de Oui, payer c'est ça. quelqu'un, mais
certaines choses qui vont nous faire gagner du temps. Vous voyez. Ça, c'est très important. Oui, en fait, pour parler de... Encore pour réussir dans les affaires, il y a quelque chose, bon, à mon avis, qu'on doit et certainement avoir, c'est la culture des affaires. Et comment faire pour, disons, partager cette culture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise? Ah, la culture, c'est quelque chose. Moi, je dirais que le mot d'ordre, c'est qu'il faut être curieux. Voilà. Ça paraît simple, hein, ça paraît bête ce que je dis, mais quand vous lancez l'entreprise pour apporter une solution à des clients. Oui, Ben, soyez curieux de ces clients-là. Posez-vous la question de, tiens, comment ils vivent? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Etc. Vous voyez? C'est avant tout ça. Cette stressé. curiosité va vous permettre de véritablement réfléchir à votre posture d'entrepreneur et de vous dire, bah tiens, mon offre, je pourrais peut-être la calibrer comme ça. Parce que je suis curieux et je connais ma clientèle. Ça, c'est vraiment pour moi la base quand on est entrepreneur, c'est d'être curieux et de faire preuve donc d'empathie. Voilà. Faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens à qui on va apporter une solution. Oui, ça c'est important. En fait, est-ce qu'il y a, disons, une expérience qui t'a marqué par rapport à ton parcours en tant que coach et formateur en même temps? Il y en a plusieurs. Il y a quelques années, je me souviens, j'avais développé, alors c'était une toute petite structure au départ, hein, ils étaient, je crois, trois dans la société, et ils se lançaient, c'était une start-up qui se lançait, et qui m'avait appelé pour dessiner toute une gamme de produits. Alors c'était des produits très spécifiques, c'était pour les infirmières libérales et les pharmaciens. Et c'était, alors en France, on a des lecteurs carte vitale, je ne sais pas chez vous, mais c'est en fait c'est un lecteur, c'est comme un lecteur de carte bancaire, et Oui, c'est ça. on glisse en fait sa carte vitale dans le lecteur et ça permet avec la sécurité sociale de payer ses médicaments, etc. Et puis d'avoir aussi tout tout l'historique du patient. Et alors je me souviens voilà, c'est cet entrepreneur qui m'avait contacté pour dessiner cette gamme. Alors, il voulait un produit pour les infirmières, donc avec les contraintes de l'infirmière, il fallait que ce soit portable, il fallait qu'on puisse le mettre dans un sac, etc. Un produit pour les pharmaciens et un autre produit qui était quelque chose pour les personnes âgées, pour pouvoir les maintenir à domicile, pour qu'elles soient plus à même de rester à domicile par elles-mêmes. Et justement, bah, cet entrepreneur, alors j'ai dessiné la gamme complète et je me souviens de lui avoir donné quand même un conseil, de lui dire la version pour les personnes âgées ne fonctionnera pas. Parce qu'il l'avait pensé comme une tablette, type tablette de chez type iPad. Oui, c'est ça. Et je lui avais dit, mais en fait, une personne aujourd'hui qui a 80 ans, l'iPad, c'est pas sa génération, ça lui parle absolument pas. Et bon, il m'a pas écouté, il a continué. Et au final, ça s'est arrivé vrai, c'est-à-dire qu'il a arrêté la version tablette, parce qu'en fait, ça marchait pas. Par contre, la version infirmière et la version, enfin, le produit pour l'infirmière et le produit pour le pharmacien a très très bien marché. Donc, oui, non, ça a été une expérience assez intéressante parce que j'étais en face de personnes qui ne savaient pas ce que c'était un designer, ne savaient pas comment on communiquait, etc. Donc, moi, il m'avait pris au départ un peu comme bah, dessine-nous un produit, point. Et moi, je suis allé un peu au-delà du, du process en les accompagnant sur l'étude de marché, en leur disant voilà, en termes de tendance, voilà vers quoi il faut tendre. Qu'est-ce que c'est une infirmière? C'est quoi ses besoins? Qu'est-ce que c'est un pharmacien? C'est quoi ses besoins? Ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, etc. Et donc ça avait été une expérience très, très intéressante. Et aujourd'hui, bah, l'entreprise, je crois que c'est devenu un grand groupe, en fait. Ah, Voilà. Donc, il y a une petite fierté quand même en de fait, contribuer à ça. en fait, la fierté, elle est surtout de se dire, tiens, on a commencé start-up, donc toute petite structure, à grand groupe, ça marche bien, etc. Voilà. C'est cette fierté-là de se dire, j'ai participé à l'évolution de cette petite start-up
pour l'accompagner. Et aujourd'hui, en fait, chose amusante, quand je vais chez mon pharmacien, je vois le produit que j'ai décidé l'officine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez amusant et touchant de voir une entreprise grandir, voilà, et de participer à ça. Tu as un livre ou plusieurs qui t'a aidé pendant tout ce parcours? Euh, un livre à proprement parler, non, je lis beaucoup de choses sur Internet. Euh, alors, je suis des coachs comme David Laroche, comme Max Piccinini, Oui, par c'est ça. exemple. Je m'inspire beaucoup de certaines phrases. Voilà, voilà, d'essayer de prendre du recul sur les choses, de ne pas être omnubilé aussi par mon entreprise, de prendre aussi du temps pour moi. C'est pas qu'un livre, en fait. C'est un ensemble de choses. Voilà. C'est-à-dire qu'après 25 ans d'expérience, en fait, au bout d'un moment, on prend du recul sur beaucoup de choses. Et donc, oui, non, il y a des gens comme ça qui m'ont inspiré. Voilà. Patrick Lequément aussi, entre Ah oui, autres. c'est Voilà. ça. Ancien directeur du design de chez Renault que je connais bien. Euh, et oui, les discussions que j'ai eues, par exemple, avec Patrick sur ce que c'est le design, sur ce qu'est l'avenir, sur ce qu'est être censé être une entreprise pour demain, etc. Voilà, c'est plein de choses qui m'ont inspiré. Mais de tout ce que je retiens, et peut-être, allez, si, un prof que j'ai eu à l'université, la première chose qu'il m'a appris, c'est l'humilité. C'est ce que je transmets aujourd'hui à mes étudiants, c'est de leur dire soyez humbles. Humbles vis-à-vis de vos clients, humbles vis-à-vis de ce que vous allez créer. Vous allez créer des produits, peut-être que vous allez créer des produits qui vont faire des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires, peu importe. Votre but, c'est pas de signer ce produit, c'est d'accompagner l'entreprise, voilà, humblement. Rester soi-même. Exactement. Rester soi-même, rester humble. Voilà, même si on a beaucoup de succès, ça sert à rien de le montrer de manière ostentatoire. Voilà. En tout cas, moi, c'est pas mon style. J'aime pas trop ça. J'aime la simplicité, l'authenticité, encore une fois. Euh, et je pense que ouais, c'est un peu ça que j'ai retenu au travers de mes études et des 25 ans à accompagner les entreprises. Voilà, je me suis retrouvé dans des réunions avec des très grands PDG. Je me suis aussi retrouvé avec des réunions à boire un café avec un micro-entrepreneur et les deux sont très bien. J'ai autant de plaisir à me retrouver face à un grand PDG ou face à un petit entrepreneur. J'ai autant de plaisir de les accompagner tous les deux. Pour toi, ce n'est pas la personne, encore, ce n'est pas, disons, et le titre, c'est surtout la personne qui compte vraiment. C'est de passer du temps à la personne. Exactement. Exactement, parce qu'en fait, quand tu accompagnes quelqu'un, tu échanges beaucoup, tu discutes beaucoup, que ce soit par visioconférence comme on le fait là, que ce soit par téléphone ou par rencontre directement, c'est des échanges. Voilà. Et ces échanges-là, ils sont hyper enrichissants. C'est ça qui est important, en fait. Je compte pas le nombre de produits que j'ai dessinés dans ma vie, ni ce que ça a rapporté comme millions d'euros aux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. C'est pas ça qui est intéressant. C'est bien de le faire, mais c'est bien qu'il y ait des succès, etc. Mais ce qui est enrichissant, c'est l'échange avec les entrepreneurs. Et surtout un entrepreneur qui est tout seul, se rendre compte que, oui, j'en ai rencontré qui étaient très inquiets, et donc on joue un peu aussi le psychologue, de dire, mais t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Voilà. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, que ce soit avec mes étudiants ou que ce soit avec des entrepreneurs. Voilà, ils ont peur. Et je leur dis, mais vous allez voir, ça va super bien se passer. Et quand je leur dis ça, je le crois vraiment. Voilà. C'est ça qui est génial. En fait, si tu as, disons, un conseil à donner à un entrepreneur qui est en train de galérer avec un produit,
pour pouvoir envahir, et, disons, un marché lambda, ce sera quoi? De croire en lui, de rien lâcher. Et franchement, se lancer comme ça en tant qu'entrepreneur. Mais moi, je l'ai connu. Hein. Je crois qu'on l'a tous connu. Les galères, les doutes, etc. Mais il faut rien lâcher. Il faut toujours croire en soi. Toujours. Même quand il y a la petite voix qui se dit tout abandonner, aller, disons, dans le privé, encore trouver un boulot, tout ça. Surtout quand il y a ces petites voix. S'il y a ces petites voix, notre cerveau, il est conditionné sur un mode qui est ne prends pas de risque. Ok. Ne prends surtout pas de risque. Et donc ton cerveau, il va systématiquement te dire non, non, mais attends, il y a plus simple. D'accord, ok. Mais quelle fantastique aventure de lancer son entreprise. C'est une fantastique aventure. Des galères, mais ouais, mais bien sûr qu'il y en aura. Mais penses-tu véritablement que sous prétexte qu'on va être dans une entreprise et qu'on va avoir un salaire, il y aura moins de galères? Il y aura d'autres galères. Il y aura peut-être ton patron que tu vas pas aimer, il y a peut-être tes horaires que tu vas pas aimer, il y a peut-être le salaire que tu vas pas aimer, il y a peut-être aussi ton épanouissement professionnel. Hein. Mais être son propre chef d'entreprise, lancer sa propre entreprise, c'est une formidable aventure. Alors après des galères, il y a plein de solutions pour se sortir des galères. On peut prendre un coach, on peut se faire accompagner, on peut demander des conseils à son entourage, etc. Regarde un grand joueur de foot. Grand joueur de foot, il sait jouer au foot. Et pourtant, il a un coach. Oui, c'est ça. Là, c'est pareil. Donc, il faut la petite voix, bah, faut la mettre de côté. La mettre de côté, et puis il faut continuer à avancer. Il faut y croire. Voilà. Et puis, quand on n'en peut plus, quand on en a plein la tête, il faut sortir, il faut aller voir des amis, il faut se vider la tête, il faut aller boire un verre. Et puis ensuite, on revient avec des idées nouvelles. Voilà. Il faut continuer. C'est ce que je fais depuis. Ouais, ça Depuis fait 25 longtemps. ans que je fais ça. En fait, merci Pascal, l'émission touche à sa fin. Ça a été un plaisir de t'avoir pour pouvoir parler de tout ça. Tu as un dernier mot à partager avec l'auditoire avant de se quitter? Bah, merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir d'échanger. Euh, le dernier mot, ça va être pour les entrepreneurs. Leur dire, bah, écoutez, si vous m'entendez, vous êtes dans des galères, vous avez des peurs, c'est normal. Acceptez-les et lancez-vous. Continuez. Lâchez rien. Merci beaucoup pour cet échange et Pascal Bardel. Et ça a été un plaisir de pouvoir et partager ces mots avec toi. En fait, vous pouvez trouver Pascal sur tous ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook et, et spécialement Facebook. Alors, c'est un plaisir de pouvoir parler avec Pascal. Alors, c'est quelqu'un qui partage pas mal d'expériences, pas mal de phrases ou encore et pas mal d'expertise sur ses réseaux. Alors, vous allez trouver de la graine pour pouvoir vraiment avancer dans tes projets. J'espère vraiment que vous allez et pouvoir et s'inspirer de ce temps fort qu'on a eu avec Pascal. Et quant à nous, on va se revoir dès lundi pour un nouvel épisode. Merci.